C'est bon? Bon, messieurs, je vais commencer à vous parler. Vous pouvez sortir à tout moment, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais vous parler du typage dépendant, principalement en Scala, mais vous allez voir, le début n'est pas en Scala parce que justement en Scala ça marche pas vraiment. Enfin, je vous montrerai tout ça après. Non, 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 non. On va commencer par une petite introduction théorique parce qu'on aime bien avoir mal. Hein. Et que pour l'instant, on ne sait toujours pas de quoi on parle. Et on va faire des maths. Et attention, pas des maths comme ça, parce que ça, c'est des maths faciles. Donc, pour pouvoir parler de typage dépendant, en fait, on va avoir besoin de deux objets. Oui, non, mais je sais. Hein. Vous pouvez sortir à tout instant, mais vous inquiétez pas, il y a 2 slides de maths. C'est pour ceux qui aiment bien se faire du mal. On a besoin de 2 objets principaux, qui vont être le pi-type et le sigma-type. Ça, c'est un pi. Hein, c'est pas forcément très clair. Pour résumer et aller très vite, vous pouvez lire en détail le slide si vous aimez bien vous faire du mal. Mais en gros, l'idée c'est de dire que ce truc-là immonde, là, c'est une fonction d'une valeur d'un type vers un type. Par exemple, bon, je vous montrerai les exemples après. De toute façon, on va passer très vite sur les maths. C'est juste pour les gens qui aiment avoir mal. Hein, donc, le sigma-type, c'est à peu près un truc qui représente une paire, on va dire, où la première chose de la paire, enfin le premier membre de la paire est une valeur, et le deuxième membre a un type qui dépend de la valeur du premier membre. Donc c'est pareil, on peut noter ça. En fait, c'est juste pour vous repositionner un peu que le typage dépendant, c'est surtout des gros maths qui tâchent avec des gens qui pondent des papiers de recherche incompréhensibles, et là vous avez eu un goût de ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines. Bon, normalement vous avez rien compris, enfin à peu près comme moi. Donc on va faire sans les maths. Ce que je vous disais tout à l'heure, un type dépendant, c'est une fonction d'une valeur vers un type. Donc juste normalement ça doit être à peu près simple, est-ce que tout le monde comprend? Et une paire dépendante, donc le sigma type, c'est une paire dont le deuxième terme dépend du premier. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, normalement là c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite, je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, une liste dont le type contient la taille de la liste, c'est un type dépendant. C'est une fonction d'un entier vers une liste qui contient vers une liste d'une taille donnée, quoi. Une paire dont le premier élément est un entier et le second est une liste dont la taille correspond au premier élément de la paire, c'est un sigma type, c'est une paire dépendante. On va voir des exemples de code. Déjà, vous me parlez un peu de à quoi ça sert, parce que là c'est cool, on a vu des maths, on a vu des trucs abstraits. Alors, je vous ai mis une photo de Moloch, parce que c'est comme le typage dépendant, ça sert à rien, mais c'est cool. Voilà, donc à quoi ça sert? Ça sert principalement pour cette jolie chose qui est l'isomorphisme de Curie-Howard. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de dire qu'il y a une équivalence complète entre les propositions logiques et un système de type. Donc, via le typage dépendant, en fait, on peut coder n'importe quelle proposition logique dans le système de type et se faire vérifier par le compilateur. Donc, le pi-type qu'on a vu avant, c'est quel que soit, et le sigma-type qu'on a vu avant, c'est il existe. Ce paradigme est implémenté réellement par quelques langages qui sont plutôt expérimentaux, à part Coq qui est réellement utilisé, mais c'est pas vraiment un langage, c'est plus un assistant de preuve. Idriss et Agda sont plus des langages qui sont inspirés d'Haskell et qui implémentent réellement le typage dépendant. Les exemples que je vais prendre sont faits en Idriss et c'est des exemples simples parce que les exemples compliqués sont trop compliqués pour moi. Voilà. Donc là, quelques exemples. Le premier exemple ici, c'est juste je déclare une variable n qui est de type vect, donc c'est une liste, de taille 3, c'est une liste d'entiers de taille 3. Donc là, effectivement, on n'a pas de problème, on a 3 entiers dans la liste, bon bah ça compile. Si j'avais déclaré que c'était une liste d'entiers de taille 2 et que j'avais mis 3 éléments, bah ça compile pas. Le compilateur vous jette et voilà. De la même façon, index, ça permet de récupérer le énième élément dans une liste. Donc là, par exemple, si je veux récupérer l'élément d'index 2 dans ma liste de 3 éléments, pas de problème, ça compile. Si je veux récupérer index 3, c'est le 4e élément. Le 4e élément d'une liste de 3 éléments, ça compile pas. Bon, c'est pas un peu plus compliqué. Par exemple, ici, on a un filter. Donc, un filter, le principe, c'est je prends une liste et j'enlève les éléments qui répondent pas à cette fonction qui est un prédicat. Donc, vous voyez, la signature, elle est un peu pas évidente. Mais en fait, une fois qu'on a compris que
ça, c'est la représentation d'un sigma type, ça veut dire il existe, généralement c'est un peu plus simple. Donc ça, en gros, en fait, on n'aurait pas pu écrire juste ça directement. C'est-à-dire un prédicat, je prends une liste et je ressors une liste d'une taille donnée. Parce que, en fait, P n'était pas défini et le compilateur ne sait pas ce que c'est P. Donc on est obligé de dire il existe P pour que la liste existe derrière, quoi. C'est usine à gaz et je vous ai copié une signature simple parce que toutes les signatures comme ça, on se retrouve avec des paires dépendantes dans tous les sens et c'est assez vite illisible. Dans le même genre, derrière, ça veut dire qu'on peut coder des preuves. C'est ce que je vous disais avec l'isomorphisme, c'est que toutes les propositions logiques, en fait, peuvent être encodées dans le système de type. Donc, par exemple, la taille d'une liste dont la taille est encodée dans le type, automatiquement, c'est cette taille-là, quoi. Donc, avec de n, on sait très bien que sa taille, c'est n. C'est une évidence. Mais au niveau de la lib de base de Idris, il y a une preuve qui est codée. C'est-à-dire que si jamais length n'avait pas renvoyé n, ce truc-là compilait pas. Donc qu'est-ce que ça fait ce truc-là? C'est au niveau de la signature, on dit juste que quel que soit un entier et une liste de la taille de cet entier, la longueur de cette liste, c'est l'entier. Bon, c'est un peu bidon, mais le gros point de difficulté en fait, c'est le refl ici, qui est en gros la seule valeur du type quelque chose égale quelque chose. Cherchez pas, c'est très compliqué. Voilà. Comme je vous dis, là, c'est l'aspect un langage incompréhensible utilisé par personne. On va passer un peu à côté. Voilà. À quoi ça va servir tout ça? C'est que on a vu qu'on n'était pas obligé, qu'on pouvait coder n'importe quelle proposition logique dans le système de type et que c'était vérifié à la compilation. Il n'y a plus besoin de tests. Tous les tests sont codés. Vous le codez directement sous forme de proposition logique. Et si ça compile pas, c'est que ça passe pas. Typiquement, les cas que tu nous as montrés, c'est des cas où tout se tient. Par exemple, tu mettais pour index, tu mettais l'index en dur, mais pour quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors en fait, Idris est vachement basé sur Haskell et implémente tous les types de bases de Haskell. Donc tu n'es pas obligé d'utiliser une liste avec une taille donnée. Tu peux utiliser une liste avec où tu n'as pas la taille à inclure, mais c'est juste que tu auras un check beaucoup moins puissant dans ta vérification. Donc, et ce que je vais vous montrer après en ce cas-là, c'est qu'il y a un moment ou un autre, de toute façon, tu es bloqué parce que le coût que ça aurait de coder l'équivalent de toutes les tests dans le système de type est tellement important qu'en fait tu le fais pas. Sauf éventuellement si tu codes pour une fusée ou un truc vraiment critique. Mais c'est la même problématique qu'en Haskell, c'est-à-dire que dès que tu communiques avec le monde extérieur, tu es bloqué, tu peux pas savoir la taille des objets, tu peux pas savoir quoi. Et du coup c'est intéressant pour faire des invariantes de type. En fait. Alors pour l'instant c'est intéressant intellectuellement parlant et c'est intéressant quand tu as beaucoup de calculs où tout est fixé à l'avance en gros. Donc entre autres comme assistant de preuve quand tu fais des maths. Bon, maintenant on va parler un peu plus de notre cas précis et de ce cas-là. Alors en fait, le problème c'est qu'en ce cas-là, un type c'est pas une valeur, une valeur c'est pas un type et qu'on peut pas faire communiquer les deux. La conclusion c'est qu'on peut absolument pas faire ce qu'on vient de voir. Ce que je disais, pas de p-type, donc pas de type dépendant et pas de paire dépendante. Donc on va vite être limité sur ce qu'on peut faire. Il y a un seul truc qui s'en approche à peu près, c'est le pass dependent type. Alors normalement c'est assez simple à lire. En gros ici on a une classe A. À l'intérieur de notre classe A, on a une classe B et un attribut de type B. On aurait fait ça en Java, en fait, c'était juste une classe B, on pouvait faire new B, là on a 2A et ça aurait compilé. En ce cas-là, en fait, le B est spécifique à une instance de A. Donc, si j'ai deux instances de A, je ne peux pas coller mon instance de B dans mon instance de B de A2 dans le B de A1. En fait, c'est le truc qui s'en approche le plus. Ça veut dire que techniquement, le type qui est là dépend du type qui est au-dessus. Voilà. Oui, c'est entièrement lié à l'instance. C'est lié à l'instance. Ouais. Non, c'est lié à l'instance. Justement, c'est ça tout l'intérêt. C'est cette instance. voilà. Donc, on a un truc qui commence à être un peu à la limite. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des gens qui aiment se faire mal.
On pourra citer Miles Sabin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est l'inventeur de Shapeless. Donc c'est quoi Shapeless? Shapeless, c'est une librairie Scala qui implémente, parmi d'autres choses, du typage dépendant. Donc on va y trouver des entiers naturels disponibles dans le système de type. On va y trouver des listes dont la taille est codée au niveau du système de type. Et des choses comme les hashlists. Donc les hashlists, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait en Scala, on peut avoir des tuples, donc des paires, des triplés, des choses comme ça. Et en fait, on peut avoir jusqu'à une taille de 22 éléments. C'est fixe parce qu'ils ont déclaré un type pour chaque taille de tuple et bon, c'est pas top quoi. Les hashlists, l'idée c'est de faire des tuples de n éléments, vérifier statiquement la compilation. Donc on va pouvoir avoir un type du genre entier, 2.2 string, 2.2 entier, 2.2 voiture, enfin peu importe. Et tout est vérifié à la compilation. Et je vous montrerai pas comment c'est codé parce que c'est horrible. Mais donc, pour comprendre comment les mecs ils ont réussi à faire inclure du typage dépendant dans ce cas-là, bah, le plus simple, ça reste que de le recoder. Donc on va réinventer la roue en mieux. Oui, les baskets c'est cool. Voilà, donc je vais vous coder, en fait on va repartir de zéro, d'une feuille blanche en Scala, et on va recoder un système de type dépendant. L'objectif de ce que je vais coder, c'est qu'il ne faut pas abuser, donc c'est un cadeau d'anniversaire par an. Donc l'idée c'est d'avoir une classe avec un âge, et à côté une liste de cadeaux qui doit faire la taille de cet âge. Voilà. Alors. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment on passe en mode présentation? À gauche, Shift A, présentation. Oui, ça pourrait être une solution. Merci. Ouais, sauf que ça va pas le faire. Comment on le quitte? Mettre la souris en haut. C'est comme le typage, quoi, tu peux ça. Ah oui. Ah si, c'est là. Ok. Non, ouais, en fait j'ai besoin de... Toujours mode présentation. Ouais, mais j'ai à nouveau le menu. En fait, j'ai besoin de la console en bas. Donc, bon, on verra après. Bon. Si tu la sors, tu peux pas passer en mode présentation. Il y a graphique. Ouais, peut-être, mais tout ça est bien trop compliqué. Ça fera... Alors, c'est peut-être un peu petit quand même, donc on va essayer de zoomer. Non. Comment on fait pour zoomer? Une Xiaomi. Ouais, mais c'est pas grave. Bon. Alors. Vous voyez, c'est une magnifique feuille blanche. C'est cool les feuilles blanches. C'est comme les baskets, comme les roues de vélo. Un cadeau d'anniversaire par an. Voilà, en avant. Donc, pour faire ça, le premier truc, c'est de réussir à avoir un code exécutable. Comme on est un gros salle, la première étape, on va écrire un object. Alors, le nom, je vais vous l'expliquer juste après pourquoi je l'appelle comme ça. Object, c'est quoi? C'est comme une classe en Java, sauf que c'est un singleton. En gros, le concept de statique, ça n'existe pas en ce cas-là. Donc, pour compenser ça, on a des objects qui sont des singletons qui portent les méthodes qui sont appelables directement. Après, main, normalement, ça doit vous parler, c'est ce qui va être exécuté et affiché directement. Et println, c'est pareil, c'est parlant, c'est ce qui va être affiché dans la console. Voilà. Et donc, vous allez voir un truc magnifique de ce cas-là, c'est qu'il faut bien 5 minutes pour que ça compile, alors que j'ai juste fait un println. Voilà. T'as pas un comprendre, c'est pas de supériorité. Ah bah oui, non mais là c'est bien vérifié statiquement quoi, c'est une vraie chaîne de caractères que j'ai écrit. Bon, bref, jusque là normalement ça va. Donc je vais vous le coder comme on aurait codé normalement en ce cas-là. Donc on aurait écrit une classe, personne, sans faute d'orthographe, avec un âge, qui est un entier, et des cadeaux, qui sont une liste d'entiers. Les crochets, c'est pour indiquer le typage générique. C'est l'équivalent de ça en Java, quoi. Bon, comme on est flemmard et que Scala a une super capacité à générer des toString, des equals et des hashcodes et des trucs comme ça qui sont chiants à écrire à la main, en écrivant ça, en fait, en faisant une case class, il me génère plein de choses tout seul que j'ai pas besoin de me faire chier à écrire à la main. Donc, si j'écris une nouvelle personne, par exemple d'âge 2, et on va dire qu'il est
c'est quelqu'un de chanceux qui a eu un camion, un missile et un méca pour Noël. Donc, ah oui, bon, alors par contre, le problème c'est que là l'écran est un peu petit. Alors en fait, cette façon d'écrire avec 2 points, en gros ça définit une liste. C'est la façon d'écrire en ce cas-là, où il y en a d'autres, hein, mais... Le point, c'est il oui, à droite, c'est ça? Ouais. Ok, c'est pour ça qu'il y a 10. Voilà, mais si je mets le bon type, ça marchera mieux. Et si je fais un println, vous verrez que j'ai pas eu besoin de me faire chier à redéfinir le toString et tous ces trucs-là. Ça va être affiché de façon très jolie tout de suite. Ouais, voilà. Une fois que ça sera décidé. Voilà, vous voyez, j'ai une personne avec une liste qui contient camion, missile et méca. Voilà. Mais bon, j'en ai marre qu'il ait trop de cadeaux. Hein, faut pas déconner. Donc on va commencer à coder un peu tout ce qui est typage dépendant. En fait, pour typer du code, pour coder du typage dépendant, la première chose dont on a besoin, c'est de pouvoir mettre des entiers dans le système de type. Donc pour faire ça, on va créer un trait. Qu'est-ce qu'un trait? C'est comme une interface, sauf qu'on peut mettre du code implémenté dedans. On n'est pas obligé de se contenter des signatures. Donc nat, ça va être les entiers naturels. En fait, je vais aussi maintenant vous expliquer pourquoi ça s'appelle Peano. Le 2, et c'est juste parce que j'ai fait d'autres essais, c'est qu'en fait on va utiliser une définition des entiers qui est attribuée à Peano. En fait, elle est assez simple, c'est de dire que des entiers c'est 0 ou le successeur d'un entier. Donc 1 c'est le successeur de 0, 2 c'est le successeur de 1, etc. Donc 0, bon, c'est 0, voilà. Jusque là normalement c'est parlant. Et sinon, c'est le successeur d'un entier. Donc, on pourrait l'écrire, alors prédécesseur, on pourrait l'écrire comme ça, sauf que ça pose un problème, c'est que comme là on ne connaît pas exactement quel type c'est, ça veut dire que le successeur de 1 et le successeur de 0, ça serait plus ou moins la même chose. Or, c'est pas le cas. Donc, on va utiliser une notation qui est celle-là, qui dit que je veux un paramètre générique qui étend un entier, donc c'est un entier spécifique. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Vous expliquer le concept. Dis-moi cette ligne. D'accord, donc ça, d'ailleurs je vais remettre un case devant parce que j'ai la flemme d'écrire tout le reste. Attends, nat, voilà. Donc qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que je veux le successeur d'un entier, parce que n, là le type qui est là, n, c'est un type qui étend un entier, mais je veux pas n'importe quel entier, je veux un type spécifique. Donc par exemple ça sera 0 ou suc de machin, etc. En fait, en vous montrant ce que les erreurs qui vont sortir, ça sera peut-être plus parlant. Si par exemple j'écris, déjà on va écrire 0, donc var 0 égale new 0, donc jusque là les parenthèses sont optionnelles, hein, donc on peut l'écrire juste comme ça. Si je veux écrire 1, je peux écrire ça, et son type, ça va être successeur de 0. Si je veux 2, son type, ça va être le successeur du successeur de 0, et il s'implémente comme ça. Bon, forcément, c'est vite ultra verbeux, et il y a des limites au niveau du compilateur, parce que du générique de générique de générique de générique, voilà. Mais on peut faire des alias, donc de ce point de vue-là, c'est toujours bienvenu. Donc en déclarant que ce type-là est égal à 2, par exemple, hop, je peux écrire ça. Alors il faut avoir conscience que dans Shapeless, en fait, le mec il a environ 50 lignes de type underscore 2 égale machin, type underscore 3 égale machin, et pour qu'on puisse utiliser jusqu'à, je crois que c'est 20, et les types et les valeurs. Les gens aiment bien se faire du mal. Hein. Donc voilà, je peux écrire directement 2, et je sais que 2 est de type 2, et pas de type 3. Ce qui est plutôt pas mal. Mais si par exemple j'avais écrit, d'ailleurs, oubliez toutes ces var là, c'est moche. Différence entre val et var, c'est que var c'est mutable, et val, une fois qu'on a affecté une valeur, on ne peut plus la changer. Si j'avais fait ça, donc successeur de 2 par exemple, et que j'avais fait ça, ça n'aurait pas compilé. Ouais. Voilà, bon. Mais en fait, les erreurs d'IntelliJ, il ne faut pas toujours s'y fier.
Mon ami Keller. Mais là, c'est à peu près explicite, enfin c'est peut-être un peu petit, mais en gros ça dit que le successeur de 2 n'est pas de type 2, ce qui est effectivement le cas. Bon, par contre, on voit qu'au niveau du texte, alors je sais pas si je peux grossir ça aussi un peu. Voilà, donc c'est super moche, c'est complètement illisible. On va faire un petit toString un peu plus explicite. Donc, pour ça, en ce cas-là, pour surcharger une méthode, on est obligé d'expliciter qu'on la surcharge. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on va mettre en toString? On va mettre l'équivalent entier de notre entier naturel. Donc, on va juste faire un toInt .toString. Et toInt, c'est une méthode qu'on va définir dans chacune des classes qui correspondent aux entiers. Donc, on va juste l'implémenter. Voilà, bon, la valeur entière de 0, c'est 0. Rien d'exceptionnel. Et la valeur entière du successeur d'un entier, c'est 1 plus la valeur entière du prédécesseur. Bon, c'est pareil. Alors par contre, là ça commence à être... non. Ouais, ça va, c'est peut-être un peu... Donc si on regarde et qu'on attend 3 minutes, voilà, et qu'on n'est pas pressé, on voit que c'est à nouveau lisible. Bon, par contre, on a toujours c'est cool d'avoir fait ça, mais on a toujours le problème que ici, c'est absolument pas dépendant du type qui est devant. Donc, maintenant, on va coder un vecteur. C'est comme ça que ça s'appelle dans la littérature dépendante, qui est donc une liste avec son type inclus dans avec la taille inclus dans le système de type. Donc, pour ça, on déclare un trait. Donc, c'est toujours pareil, c'est l'équivalent d'une interface qui contient une taille n, qui sera un entier naturel, donc toujours pareil, ça, en gros, ça revient à dire mon n est un at, et un type A quelconque, c'est une liste de quelque chose. Une liste, ça peut être deux choses, ça peut être une liste vide, ou, on va faire une liste chaînée, hein, ou quelque chose qui est constitué de, par exemple, de ce morceau-là, de la tête, et du reste, et de la queue, du reste d'une liste. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a la notion d'object qui est l'instance unique. En fait, une liste vide, tu ne peux pas y en avoir 50. La liste vide, c'est la liste vide et il n'y a pas d'instance de liste vide. Enfin, il y en a une seule, c'est la liste vide. Une liste vide, c'est un vecteur de taille 0. Ça n'existe pas déjà en ce cas-là? Si, mais je surcharge tout. D'accord. Là, quand tu fais ça, tu surcharges. Oui, bah, c'est comme en Java. Tu peux écrire liste, tu crées ta propre interface liste et c'est parti, quoi. Oui. T'as le droit de te faire du miracle. Par contre... Bah non, on est bien d'accord. C'est bien pour ça que je les recode. Et le problème, c'est qu'est-ce que je mets en deuxième paramètre? Ici, ça va être le type de sortie. Donc, par exemple, ici, ça aurait été une string. Mais là, sur la liste vide, c'est quoi qu'est-ce que contient comme type la liste vide? Bah, en fait, en ce cas-là, on a ça comme type. On a nothing. Qu'est-ce que c'est nothing? C'est le type qui hérite de tous les autres types. En gros, tout est un nothing. Ouais, nothing est tout. C'est plutôt ça d'ailleurs. Voilà. Tout est objet. Voilà. Everything is nothing. C'est le bottom type. Tout est objet, mais nothing est tout. Voilà. C'est horrible. Bon, voilà. Bref. Maintenant, on va coder la deuxième partie. Donc, une liste peut être constituée. Alors, on reprend. C'est une liste de taille n et qui contient des A. Donc, qui est constituée d'un élément de type A. Et la queue, c'est ce qui reste de la liste. Donc, NA. Et ça, en fait, comme on ajoute un élément à notre queue, c'est un vecteur du successeur de n et de A. Alors, j'avais pas... En fait, c'est chiant les résolutions, pas top. Voilà. Donc, on reprend. Cons, c'est juste, c'est une liste qui est... Enfin, ça permet de construire une liste à partir d'ajouter en gros un élément à la queue. Et donc, la liste est d'un cran plus grande. C'est un vecteur de succession. Ouais. Donc, on va implémenter directement ça ici. Hop.
Là, je suis bloqué. Que si j'écris ça, il n'y a pas de lien entre les deux. Hein, vous voyez, c'est juste un antinaturel. Donc, je suis obligé, de la même façon que tout à l'heure, de dire que je veux un type spécifique. Et comme ça, les deux sont liés. On sait que là, pour le coup, pour un âge donné, la liste de mes cadeaux fera toujours la taille de cet âge. Ah oui, c'est pour nous. Ça fonctionne pas exactement comme en Java, du coup. En fait, en Java, j'avais essayé, était vite limité par les capacités du compilateur. Donc, on va réutiliser la même syntaxe parce qu'on a la flemme de changer. Donc, on va réimplémenter la méthode 2.2. Parce que, en ce cas-là, oui, tout ça pour ça. Ben, je vous avais dit que c'était inutile. Non, t'as dit qu'il y aurait des images. Ah, ben, je vous ai montré, il y a une image de Moloch. On va réimplémenter la méthode 2.2. En fait, en ce cas-là, globalement, tout est surchargeable. Et la particularité des méthodes qui finissent par 2 points, c'est qu'elles peuvent être utilisées en infixe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire nil, point, 2.2 points, un truc, point, 2.2 points. Tu peux le faire. Cool. Mais tu peux le faire! Elles sont associatives à droite, c'est ça? Donc, 2.2, c'est juste un truc qui prend une tête et qui permet de construire. Il fait quoi là? Ça permet d'ajouter des éléments, en gros, 2.2. Mais là, ça marche toujours pas. Alors, pourquoi ça marche pas? On va compiler parce que là, IntelliJ commence à raconter n'importe quoi. Deuxième, il prend ici. Qu'est-ce qu'il fait le troisième là? Alors, le problème est le suivant. C'est que, en fait, comme je disais, c'est en infixe, donc 2.2. En fait, là, c'est une méthode de nil. Nil, c'est de type nothing. Donc, ça veut construire une liste de nothing. Le problème, c'est que là, on attend une liste de string. Donc, en fait, ici, on ne peut pas bêtement passer A. En fait, il faut qu'on passe un type qui est un super type de A. Comme tout est super type de nothing, il n'y a pas de problème. Donc, quoi? C'est la même chose en Java. Hein. Voilà. Donc, ce symbole-là, ça veut dire que B est un super type de A. Et là, normalement, si on compile, on va avoir une erreur encore plus intéressante et incompréhensible. Mais au moins, le compilateur est capable d'expliquer qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, si j'arrive... Putain, mais j'arrive pas à zoomer, c'est une catastrophe. Bon, d'accord, c'est pour ça. Bon, en gros, il me dit, vous souhaitez sans doute définir A en plus A. En gros, la problématique, c'est que j'essaye de mettre dans une liste de string, une liste de quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais qui est étant nothing. Il n'aime pas ça parce que, tout comme en Java, en fait, une liste de string n'étant pas une liste d'objects, par exemple. Donc là, il faut expliciter le fait que mes listes s'étendent les unes les autres. Par exemple, si j'ai un arbre où on dit un être humain étant animal, je veux que ma liste d'êtres humains étende ma liste d'animal. Tu veux une covariance aussi? C'est comme des animaux, mais en moins bien. On va recompiler un petit coup. Et là, on a une nouvelle erreur. Mais sauf que là, il ne faut pas faire confiance au compilateur parce qu'il dit la même chose, mais sur le N. En fait, là, pour le coup, c'est juste que ça a marché et qu'il refuse de compiler si on a plus que les 2 éléments qui étaient prévus. Oh yes! Oh foufou! Ouais! Vous avez vu? Mais attendez, on n'a pas fini. Là, vous avez vu que la moitié de la joie. Hein. Ah, tu vas nous faire 20 fois. Non. Alors, en fait, je vais juste pour vous montrer l'intérêt. Un autre intérêt derrière, c'est par exemple, je vous ai montré la longueur en Idris tout à l'heure. On sait que la longueur, là, c'est forcément n. Donc, en fait, si j'écris ça, en gros, je suis sûr que ma longueur, ça sera toujours réellement la longueur de ma liste. Et en fait, j'ai pas besoin de la tester unitairement parce que je sais que là, par exemple, j'ai pas le choix. Pour la liste vide, la longueur, c'est forcément 0. Alors, en fait, ça va être u0. Voilà. Voilà, ce cas-là est pas fait pour, donc c'est un peu ultra verbeux. C'est fait pour faire des trucs cool, ce cas-là. Et non, d'ailleurs, pardon. En fait, c'est pareil. Là, c'est malheureusement, on aurait pu définir des macros qui convertissaient automatiquement les entiers en entiers naturels, etc. Mais non, on va faire un truc beaucoup plus drôle.
Un exemple. Alors, imaginons quelque chose de très simple. Je veux, dans ma liste d'éléments, je veux par exemple le premier élément. Je prends élément at. En fait, en ce cas-là, l'idiome, ça serait ça, mais bon, on va faire une méthode explicite qui permet de récupérer le 0e élément. Donc, on va la coder, c'est assez rapide. At. Donc, ça prend un at et ça renvoie a. Donc, je vais la coder. Évidemment, si j'essaye de récupérer un élément dans la liste vide, ça me renvoie une exception. Voilà. Et là, ce que je veux récupérer, donc, je vais utiliser du pattern matching. Donc, en gros, pour faire simple, à ceux qui connaissent pas, c'est comme faire un gros if, mais comme on fait du Scala, c'est mieux, tu vois, pour résumer. Voilà, ou c'est comme un switch. Donc, en gros, là, ce que je dis, c'est mon n, ou c'est un 0, et auquel cas, je renvoie la tête. En gros, si je veux l'élément 0 d'une liste, je sais que c'est la tête. Sinon, si c'est pas 0, c'est que c'est le successeur de quelque chose. Ce quelque chose, en fait, je peux le récupérer directement dans une variable qui est déclarée là. Et je peux l'implémenter comme ça. Donc c'est de la récursion. Effectivement, il y a de la récursion partout, ce qui est de la même façon, Scala est très limité sur ce qu'il est capable de faire en termes de récursion. Il va pas optimiser quelqu'un et tout. Voilà, donc là on voit bien que j'ai récupéré une missile. Par contre, effectivement, le problème, c'est que si je veux récupérer le 3e élément d'une liste de 2 éléments, Parce que là, c'est pas pour faire du runtime. voilà, et je me prends une exception. Et ça, c'est le mal. En ce cas-là, on ne veut pas les exceptions. C'est inacceptable. Donc, ce qu'on va faire, et je vais vous montrer un peu réellement l'utilité du typage dépendant, c'est qu'en fait, je vais contraindre le fait que l'élément n qu'on passe ici soit inférieur à la taille de la liste. Pour ça, il va falloir coder quelque chose qui veut dire est inférieur à. Donc, je vais créer un trait, donc c'est toujours pareil, c'est l'équivalent d'une interface qui va s'appeler plus petit que, qui compare 2 entiers. Donc ça, en gros, ça veut dire A est plus petit que B. Je vais... Ah, mais c'est et des objets naturels, hyper verbeux là. Et en fait, c'est toujours pareil. Hein. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment très succinct. En fait, ce qui est fait dans Shapley, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment juste, on survole. Donc, comment on définit que quelque chose est plus petit qu'autre chose? On va utiliser de la récursion. Donc, la première chose, c'est tout est plus grand que 0. Ah, tu peux pas faire ça en bruit. Hein. Donc, pour dire que tout est plus grand que 0, c'est pas compliqué. On dit que tout est plus grand que 0. Voilà. On peut toujours construire quelque chose, quel que soit l'entier, plus grand que 0. Et ensuite... On a l'impression qu'il Alors, Conception là. non, en fait, c'est pas ça, mais c'est que bon, ok, ça c'est ce que je voulais amener à la fin, mais en fait, en réalité, c'est ça. Ah ouais, je préfère. En fait, ça veut dire que tout sauf 0 est plus grand que 0, parce que 0 n'est pas le successeur de quelque chose. tout successeur. Tout successeur est plus grand que 0, en fait. Induction, c'est le terme anglais pour récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si on a en hypothèse que A est plus grand que, enfin que B est plus grand que A, il n'y a pas de def là, pardon. Alors, on sait que, je vais revenir à la ligne parce que là on commence à plus voir grand chose. On sait que le successeur de A est plus petit que le successeur de B. Normalement, c'est relativement intuitif. Le jeu de faire ça, en fait, c'est que derrière, on n'a plus le droit de construire le trait à la main. On n'a plus le droit de faire ce que j'ai fait là, le new comme ça. Il faut forcément utiliser une de ces deux méthodes. Si on n'utilise pas une de ces deux méthodes, ça veut dire qu'on ne peut pas construire la contrainte de un nombre est plus grand que est plus petit que l'autre. Bon, par contre, vous voyez bien que si on doit le faire à la main, ça va être un truc ultra verbeux où il faut tout passer, à chaque fois il faut passer l'hypothèse. Si je veux dire 3 est plus grand que 2, ça veut dire qu'à 3 plus grand que 2, il va falloir que je passe que 1 est plus grand que 2, que 0 est plus grand que 1, enfin l'inverse, vous me comprenez.
Bref, on va utiliser un peu de magie, parce que la magie c'est cool, et on va aller un peu plus loin dans le compréhensible, on va utiliser les implicites. En gros, le mot-clé implicite, ça dit, si tu trouves quelque chose qui répond au type que je demande, prends-le. Donc là, en gros, si tu trouves quelque chose qui est, si tu veux, genre 3 plus grand que 2, bah, il suffit de chercher que 2 plus grand que 1. Bon, 2 plus grand que 1, il suffit de chercher que 1 plus grand que 0, et puis là on passe là, et donc il trouve tout seul. C'est magique. À la compilation, hein, on ne fait pas de runtime, le runtime c'est le mal. Et là, on va arriver sur une particularité du typage dépendant, en fait, qui est de passer des paramètres qui en fait ne servent à rien, sauf à prouver que ça marche. Donc c'est pour ça qu'on on le voit souvent codé comme ça, c'est le raccourci de evidence, preuve. Donc je veux la preuve, alors je vais pas l'appeler n d'ailleurs, parce que sinon je vais avoir un petit conflit avec le truc au-dessus. Donc je passe un index ici, qui va être de taille i, et je veux la preuve que i est inférieur à n. Bon, vous voyez maintenant pourquoi je l'ai appelé inférieur, c'est parce que en fait, ok, à la définition, c'est pas méga lisible. Par contre, à l'utilisation, c'est un peu plus clair, on va dire. Et quand évidence i inférieur à n, c'est alors, ici, je vais reprendre toute la signature parce que bon, ça va être un peu chiant. Voilà. Ici, on arrive à vouloir passer, alors, et puis c'est implicite, pardon, parce que sinon c'est chiant à écrire à la main, hein, on en est toujours au même point. Ici, on en est au point où on va vouloir chercher quelque chose qui est plus petit que 0. Ça n'existe pas, donc on peut toujours mettre un throw runtime exception, en fait ça ne pourra jamais être exécuté. Bah non, du coup c'est cool. Ça peut plus cracher. Et ici, alors, il y a un peu trop de trucs, vous m'excuserez. Hein. Voilà, et là, ça va être l'index. Par contre, bêtement et méchamment, on pourrait dire que ça fonctionne. Sauf que, alors je vais vous montrer. Le problème, c'est qu'on n'est pas récurrence. Et que ici, en fait, on n'a pas le type. On n'est pas capable de déterminer que, en réalité, ce nombre-là, qui est un nat, est plus petit que la taille de la queue. Alors en fait, là, on arrive à la limite du système de type de Scala, et malheureusement, on est obligé de se retrouver à faire un truc comme ça, qui est exactement la signature précédente, mais sans la preuve. Hop. Et unchecked élément at index. Voilà, donc en fait, ici, j'ai codé un truc qui n'est pas vérifié à la compilation. Parce que je ne peux pas coder un truc qui est vérifié à la compilation. En tout cas, oui, je sais, c'est le mal. Oui, et puis là, c'est... Alors, une seconde. Oui, et je suis obligé de faire un instant soft dégueulasse en plus. tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Non, mais en fait, justement, c'est pour vous montrer que l'idée qui provient du typage dépendant fait que bah, ça peut pas marcher en fait. Et puis c'est unchecked. Pardon. Voilà. Need result type. Et là, il faut que je précise le type de retour. Voilà. Voilà. Et donc, effectivement, maintenant, on se rend compte que ce que j'ai écrit là ne compile plus. Je ne peux pas récupérer un élément qui est plus grand que ma liste. Si je tape 1, ça va marcher sans problème. J'y crois à mort. Voilà, ça marche. Et par contre, alors là vous ne le voyez pas forcément, l'autre gros défaut de ça, et donc de ce qu'il y a dans Shapeless, c'est que les erreurs sont complètement ininterprétables en fait. C'est là, on le sait, enfin je le sais parce que je viens de le coder, que je ne pouvais pas le récupérer parce que mon index est plus grand que la taille que ma liste. Voilà. En gros, ça veut dire je ne trouve pas de preuve, mais je ne trouve pas de preuve. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que le compilateur est trop pourri pour réussir à trouver une preuve. Parce que le compilateur de Scala a des limites. Ou ça peut vouloir dire qu'on s'est planté. Donc c'est au choix. Et je voulais avoir dans ta liste là. Ouais. Si par hasard tu as envie de gérer une liste de 100 éléments,
Tu es obligé de définir tes centimes, tu dois score. Mais c'est cool, hein. Mais tu vois, après... C'est la merde. Tu pars macro. Alors, pour avoir une preuve à la compile. en fait, voilà. En fait, derrière, ce qui est fait dans Shapeless, c'est que tu as des macros. Tu as des macros qui permettent d'écrire directement, en gros, tu écris ça, et lui, il sait convertir un entier au type correspondant. Mais ça a quand même des limites, parce que forcément, comme c'est des successeurs de successeurs de successeurs, je sais plus à combien c'est, mais sur un tour de 2000 éléments, ça pète, en fait. Voilà. Peut-être 10 000 éléments dans ta liste, en fait, c'est énorme. Ouais, en gros. Et les Eurelistes, tu connais? Mais non, mais en fait, de toute façon, la conclusion de tout ça, c'est là, j'ai essayé de vous montrer ce qu'on pouvait vaguement en faire. La réalité, c'est que Shapeless, c'est utilisé par Spray, mais c'est utilisé uniquement pour les hashlist. En fait, l'aspect typage dépendant, moi, je l'ai pas vu utilisé nulle part, parce que c'est vite trop limité, et trop compliqué, en fait. C'est se faire chier à coder des preuves. Enfin, c'est aussi simple d'écrire un test unitaire de 5 lignes, soyons clairs. Donc là, vous avez plus un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec et de pourquoi vous n'allez pas l'utiliser dans vos missions. Voilà. Au cas où on tombe sur un fou qui nous dit mais si, en ce cas-là, on peut tout trouver à la compile. Ah bah non, de toute façon, Donc, on va faire comme ça. en ce cas-là, tu peux pas. En fait, justement, c'est Miles Sabine qui est le mec qui s'occupe de Shapeless, qui tente de montrer que oui, si, on peut tout prouver en ce cas-là, mais en fait non. Le compilateur est limité. Justement à cause de ça, à cause des overflows sur le nombre d'éléments dans les systèmes de type, et puis après c'est juste trop verbeux, quoi. C'est pas méga agréable à utiliser, les erreurs sont incompréhensibles, et puis... C'est pour ça qu'il y a une refonte du cœur aussi, Ouais. avec 2 types pour Scala 3, où ils vont refaire ça en version plus simple. Merci au service marketing pour cette. Non, oui. Enfin, ils sont conscients, enfin, ils ont essayé des trucs, ils sont conscients, ils ont vu les limites, ça a intéressé les gens, et maintenant il faut le refaire proprement. Voilà. Mais au-delà de ça, en fait, il est fort probable que tout ce qui est typage dépendant, ça finisse par arriver dans les langages mainstream. Alors pas tout de suite, parce que pour l'instant, comme je dis, on est un peu au stade de la recherche, mais dans les futurs langages qui apparaîtront, il y aura sans doute des moyens simples de faire ça. Pour l'instant, clairement, ça l'est pas. Enfin, pas suffisamment pour que ça soit utilisable, en tout cas. Et même en Java, j'ai utilisé une technique comme ça pour typer en fait des tonnes ou des lots sur un orchestrateur de trading, où en fait il y a des applications qui avaient besoin d'avoir des quantités qui étaient toujours en tonnes, des quantités qui étaient toujours en lots, et en fait avec une énum, c'est plus compliqué à faire encore en Java que comme ça, mais tu peux typer tes quantités en tonnes ou en lots, et d'être sûr dans tes contrats que tu demandes des quantités en tonnes ou en lots, et tu n'as jamais de confusion en fait. Et même si on ne peut pas avoir la même syntaxe, c'est le principe qui est intéressant et qui demande est-ce que je peux pas coder mes contraintes autrement dans d'autres langages, quoi. Au-delà d'aller faire des listes à taille limitée, sur des choses plus simples en Java, c'est transposable, quoi. Et de la même façon, on m'avait, enfin souvent on voit la question du oui bon ok c'est cool les listes avec une taille donnée, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre en typage dépendant? La réponse c'est théoriquement tout, mais en pratique j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a donné un exemple qui servait à quelque chose. Enfin, les booléens. Oui, on peut faire les booléens. Non mais en fait la réalité c'est que ça sert surtout à coder des preuves. J'ai un bout de code en Idris qui montre une preuve comme ça. Il me semble. C'est ce que je disais, je voulais vous épargner ça, mais voilà. Ça, c'est pour faire la partition d'une liste. En gros, dire en fonction d'une fonction, j'ai une liste et je veux la diviser en 2 listes. Bah, on se retrouve avec deux paires dépendantes imbriquées parce que on connaît pas à l'avance les tailles M, les tailles P, et qu'on veut dire qu'on récupère un vecteur de taille M et de taille P, et que M plus P égale N. Parce que forcément les 2 listes qui ressortent, on sait que leur 2 tailles doit être égale à la somme de la taille de la liste, enfin à la taille de la liste d'entrée. Mais vous voyez, ça donne un truc qui est parfaitement illisible, pour résumer. Et il y a jamais eu des tentatives de ProBalt un peu moins triviales, des preuves mathématiques, tu vois, d'appartenance. En fait, théoriquement, on peut tout faire, mais j'avoue que il y a un moment, moi, j'arrive plus à comprendre non plus ce que le mec il écrit en Idris, parce que, en gros, il y a que le créateur qui l'utilise, hein, pour résumer, qui est Louis Brady. Donc, est-ce que lui, il écrit Probablement, il y a bien un module Perl pour faire de l'ordinateur quantique, donc pourquoi pas. Là, c'est parce qu'on souhaite utiliser le système de type, mais je connais pas du tout, mais pourquoi pas passer plutôt par les macros qui ont l'air quand même plus puissants, qui vont quand même se faire avant.
Enfin, Comment ça? est-ce que les macros, enfin, c'est à la compile En fait, les macros, ouais, alors en ce cas-là, les macros sont utilisés à la compile, mais tout ce que fait les macros, c'est transformer quelque chose que tu as écrit en autre chose que tu aurais pu écrire à la main. Donc de toute façon, tu es quand même obligé de te taper toute la définition de ce que c'est un antinaturel, ce que c'est un vecteur et tout ça. C'est le seul truc, c'est que effectivement, tu vas pas être obligé d'écrire toi à la main successeur de successeur de successeur, etc. Et on pourra noter par exemple que dans Shapeless, moi j'ai essayé de définir ma liste de façon récursive pour avoir des vraies contraintes dessus. Dans Shapeless, en fait, il fait ses contraintes de type uniquement sur les méthodes et en fait l'implémentation sous-jacente, c'est une liste qui est une array list Java à l'ancienne, quoi. Donc il fait aucune vérification, tout est unchecked dans l'implémentation. Parce que justement, on est limité. On ne peut pas checker efficacement. Voilà.